En ces temps d'épidémie de coronavirus, j'ai l'occasion de discuter avec des gens d'horizons très différents, des urgentistes, des chercheurs, des indépendants, des entrepreneurs, des retraités, des chefs d'entreprise, pour comprendre comment ils vivent la crise actuelle, à la fois personnellement et professionnellement. De ces discussions, je peux tirer des lignes de conduite que peut adopter le dirigeant face à la situation extrême et inédite que nous vivons. Alors la crise actuelle est un défi majeur pour tous, mais en particulier pour les dirigeants d'entreprise, dont beaucoup n'ont jamais eu à gérer de situations extrêmes. Ces dirigeants sont tiraillés entre la volonté de préserver la sécurité de leurs employés et la nécessité, bien sûr, de continuer l'activité autant que possible. Alors cette difficulté s'inscrit dans un contexte de stress important. On me rapporte des cas où des employés ont été sidérés par la première intervention du président de la République. Jusque-là, ils n'avaient pas vraiment pris la mesure du danger et pour la première fois ont compris que le virus n'était pas juste un truc qui tue les vieux Chinois, mais quelque chose qui pouvait directement les affecter et qui les affecterait sans doute. Il semble que les entreprises ne quittent ce mode de sidération que progressivement. Mais ce stress concerne aussi les dirigeants directement. L'un d'entre eux, responsable d'un laboratoire d'analyse médicale et donc en première ligne, me confiait récemment « Je dois être sur place pour assurer la continuité, mais je veux aussi sauver ma peau ». Alors les trois lignes qui se dégagent de ces discussions sont les suivantes. Premièrement, accepter la réalité. Deuxièmement, agir vite. Et troisièmement, préparer demain. Alors premièrement, accepter lucidement la réalité. Alors, la tentation face à un événement extrême est de vouloir rassurer ses collaborateurs ou se rassurer soi-même. Mais non, tout ira bien. Mais dans un climat d'anxiété très forte où chacun a conscience que non, tout ne va pas bien, c'est totalement contre-productif. Alors l'absence de commandes, les difficultés de livraison, trouver un transporteur en ce moment, les difficultés à se faire payer ou encore le risque de perte de marchandises périssables, après tout c'est la saison des fraises, sont très vite connus au sein de l'entreprise. La première ressource du dirigeant dans cette situation est sa crédibilité. Accepter la réalité, si dure soit-elle, et pour beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle, la dure réalité, c'est l'assèchement brutal et complet de toute activité et la condition première de survie. Plus on nie la réalité, plus la survie sera difficile. Alors, il ne s'agit pas de tomber dans une discussion bien française opposant les optimistes et les pessimistes. Ce n'est ni l'un ni l'autre. L'acceptation lucide de la réalité est essentielle et elle ne conduit pas à la paralysie. Au contraire, c'est le seul moyen de sortir de la paralysie, du choc initial de sidération. Le dirigeant a donc un travail d'investigation à mener rapidement. Que se passe-t-il exactement? Quel est l'état réel de la situation? Trésorerie, commandes, livraison, logistique, etc. Et un travail de communication auprès de ses collaborateurs et de ses parties prenantes, les fournisseurs, les clients, les banquiers, etc. Il s'agit de développer une compréhension profonde de la situation pour bien avoir en tête les paramètres principaux sur lesquels on va pouvoir agir. Deuxième axe, agir maintenant. Alors la compréhension profonde de la situation doit permettre d'engager des actions. L'engagement de ces actions a une triple vertu. Premièrement, et bien évidemment, l'urgence de la situation et son caractère extrême exige d'agir très vite pour éteindre les incendies. Deuxièmement, agir permet de sortir de l'état de sidération et de paralysie. Il s'agit de remettre en mouvement le collectif. Remettre en mouvement le collectif est indispensable car un événement extrême constitue souvent ce que le chercheur Carl Weick appelle un épisode cosmologique, c'est-à-dire un épisode tellement en décalage par rapport à nos modèles mentaux que le collectif peut se disloquer face à lui. L'urgence est donc de reconstituer ce collectif sans quoi chacun est livré à lui-même et l'organisation n'a aucune chance de survivre. Troisièmement, l'engagement d'action est parfois le seul moyen de comprendre ce qui se passe vraiment. L'action nourrit donc l'estimation de la situation et sa compréhension profonde. Par exemple, il n'y a qu'en essayant d'organiser une livraison qu'on va vraiment savoir si les livraisons fonctionnent encore.
Pour relancer l'action, le dirigeant peut mobiliser les principes entrepreneuriaux de l'effectuation, qui s'impliquent particulièrement bien aux situations de crise. Premièrement, que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai sous la main? Parce que je n'ai ni le temps ni les moyens d'aller chercher des ressources supplémentaires. Deuxièmement, qu'est-ce que je peux faire en perte acceptable, c'est-à-dire sans que ce soit trop grave si ça ne marche pas? On contrôle comme ça le risque. Troisièmement, avec qui puis-je le faire? Employés, fournisseurs, clients, etc. Troisième axe, être opportuniste. Alors c'est un lieu commun évidemment de dire que toute situation extrême, si difficile soit-elle, est également une source d'opportunité. Elle nous force à changer, à reconsidérer nos modèles mentaux, c'est-à-dire nos croyances profondes, à avancer pour survivre. La question à se poser ici est la suivante. Comment tirer parti de la surprise que constitue l'épidémie? Son ampleur signifie de toute façon que de nombreuses cartes seront rebattues. Alors, il ne s'agit pas de cynisme, bien sûr, de se dire « chouette, des gens vont mourir, comment en bénéficier ?» Il s'agit, en lien avec la posture évoquée ci-dessus, de se dire « la situation est dramatique, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne peux rien faire, mais c'est comme ça. Y a-t-il des choses sur lesquelles je peux agir ?» Car la vie doit continuer. Il y aura un après et le rôle du dirigeant est aussi de préparer cet après. Alors là encore, les modèles mentaux seront une ressource. On se souvient que, par exemple, l'émergence de la photo numérique, Fuji, un fabricant de films argentique, avait accepté la dure réalité et conclu qu'elle n'avait plus de place dans le monde numérique qui émergeait. En s'interrogeant sur son identité, sur ses modèles mentaux, Fuji avait conclu « Le monde de la photo devient numérique, or nous ne sommes pas informaticiens, nous sommes chimistes, donc la photo n'est plus pour nous. Mais comme chimiste, il y a plein d'opportunités pour nous. » Alors Fuji a fini par trouver qu'un de ses composants de ses films pouvait également servir dans la fabrication de crèmes pour la peau. Dans un contexte de crise extrême, Fuji s'est donc réinventé à partir de son identité, celle de chimiste. C'est cette voie que peuvent explorer les dirigeants en réinterrogeant l'identité profonde de leur entreprise pour découvrir de nouvelles opportunités dans un monde qui sera transformé par l'épidémie. Alors là encore, les principes de l'effectuation sont extrêmement pertinents pour avancer dans cette direction. Accepter la réalité, agir vite pour contrôler la situation et relancer le collectif, mais aussi préparer l'avenir en se demandant comment tirer parti de cette situation difficile. Ces trois lignes de conduite ne sont bien sûr en rien une garantie de méthode gagnante à coup sûr, mais la pensée entrepreneuriale sur laquelle elles s'appuient est tout à fait pertinente en situation de crise. Alors pour en savoir plus sur l'effectuation, les principes des entrepreneurs, vous pouvez vous référer à mon ouvrage qui s'appelle Effectuation, publié chez Pearson et disponible en ligne. Vous pouvez également retrouver de nombreux articles sur l'effectuation ainsi que cette chronique sur mon blog www.philippe-silberzan.com.